Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Réfoy, Radio J, Nicolas Rafale et accompagné par le docteur Serge Rafale. Bonsoir Serge. Bonsoir Nicolas. Je vois que vous avez à la boutonnière un petit insigne, effectivement, le petit nœud rouge du 40e anniversaire, Nicolas, du sida. Ah oui. Le sida, c'est un petit bilan, 41 millions de décès dans le monde, 40 000 en France. Actuellement, 180 000 personnes qui sont infectées, dont 25 000 qui ne sont pas au courant. Et l'année dernière, 5 000 tests positifs et un quart des malades, un quart des patients avaient déjà fait une complication sans le savoir. Alors ce soir, on ne parle pas du sida, on va continuer de parler, c'est la deuxième manche avec le docteur William Bérébi qu'on avait eu le plaisir effectivement d'accueillir il y a quelques semaines de cela et qu'on retrouve ce soir. Docteur William Bérébi, à nouveau bonsoir. Bonsoir Nicolas. Gastro-entérologue et pathologue pour la deuxième partie de l'entretien qu'on vous avait promis et que nous consacrons à son ouvrage Mission Ventre Plat, paru chez Marabout. La première partie qui a eu lieu le mardi 4 avril, vous pouvez la retrouver bien sûr sur nos podcasts, on y avait évoqué le rôle primordial du microbiote, les bactéries intestinales qui font ou défont la santé, l'importance respective des post-biotiques, le syndrome de l'intestin irritable et le SIBO moins connu mais bien gênant tout de même. Nous allons probablement revenir sur les éléments de base de cette révolution médicale avant de parler de l'obésité, sujet qui intéresse au plus haut point nos auditrices et concerne d'ailleurs l'ensemble de nos concitoyens. N'oublions pas que près de la moitié de la population, 47% est en surpoids, 30% ou obèse, 17%. Et précisément la médecine microbiotique, dont le docteur Bérébi est un des spécialistes, semble sur le point de constituer une aide enfin efficace, très attendue. Docteur Serge Rafale, eh bien, vous avez la parole. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Merci Nicolas. Bonsoir Dr Bérébi. Bonsoir Serge. Alors les chiffres que vient de donner Nicolas sont malheureusement exacts. Près de la moitié de la population, alors vous l'avez dit, 30% en surpoids. Plutôt 20, en obésité, 20%. Voilà, en obésité, les chiffres c'est à peu près, 17, 20, dont 5% de forme sévère. Et les régimes, c'est l'échec à long terme, malheureusement, dans la grande majorité des cas, d'où l'importance de toute solution innovante et donc les promesses nées de la révolution microbiote. Du coup, je suis très heureux, j'étais impatient de vous retrouver. Alors, je voudrais peut-être, Dr Bérébi, que vous nous disiez un mot sur les expériences qui ont été faites sur les souris, sur la morphologie des souris, sur le caractère des souris, qui ont laissé penser qu'avec les probiotiques, ou en tous les cas des interventions sur les bactéries intestinales, on pourrait modifier peut-être le poids, modifier le caractère et traiter un grand nombre de maladies et de pathologies. Bien sûr. Le point de départ, si vous voulez, c'est au niveau des animaux. Lorsque des chercheurs ont constaté qu'on pouvait transférer le microbiote d'une souris à une autre et ainsi la rendre obèse, et inversement. C'est-à-dire on prend les selles de la souris obèse, on les transfère en transmission de microbiote fécal à une souris maigre. Pas uniquement les selles, docteur Bérébi, c'est l'ensemble des bactéries, non ? Non, les selles, le microbiote, il est dans les selles. Donc, c'est exactement la même méthodologie que chez l'humain, la transplantation de microbiote fécal. On prend les selles d'une souris, on va les modifier, on va les injecter sous forme de lavement à la souris receveuse, qui est maigre et qui va devenir obèse. Donc, au départ, ça a beaucoup interpellé, évidemment. Après, il y a eu la même expérience faite chez l'humain, c'est-à-dire transmission du microbiote intestinal d'une femme obèse à sa fille qui, pour le coup, ne l'était pas. Puis, ça a été fait avec une autre personne qui n'était pas de la famille. Et la personne s'est mise à prendre du poids d'une façon très importante. Donc, de là, on s'est dit, les chercheurs se sont dit, oui, effectivement, le microbiote joue un rôle central. Et on peut donc transférer des mauvaises informations microbiotiques à un receveur. Mais on peut aussi, bien évidemment, et c'est ça le but de la médecine microbiotique,
en faire bénéficier les personnes qui sont en surpoids ou en obésité et leur permettre de booster, d'améliorer leur microbiote et leur permettre ainsi de perdre du poids. On s'est rendu compte que ces souris ou les personnes sur lesquelles on est intervenu ensuite avaient un microbiote, c'est-à-dire l'ensemble des bactéries intestinales différent de celui d'une personne maigre. Tout à fait. Lorsqu'on prend une personne en obésité, elle a un microbiote caractéristique. Il y a d'ailleurs une signature, ce que j'appelle une signature microbiotique pour les pathologies. Pour le cancer du côlon, il y a une signature, l'intestin irritable, l'obésité, etc. Donc, on va observer une flore qui est beaucoup moins variée, donc moins d'espèces, et une flore beaucoup plus pauvre en bonnes bactéries. Combien il y a de bactéries dans une flore normale, entre guillemets ? Dans une flore normale, donc on a 39 000 milliards de bactéries. Ça, c'est ce qu'on a tous dans notre tube digestif. Dans ces 39 000 milliards, on va avoir à peu près 1000 espèces communes à l'ensemble des humains. Et on a chacun environ 160 espèces différentes. Donc si vous faites la combinaison des 160 sur les 1000, il est impossible mathématiquement d'avoir 2 microbiotes identiques. C'est pour ça que je parle d'empreinte microbiotique, tout comme il y a une empreinte digitale, la probabilité que 2 humains aient la même empreinte digitale est d'une chance sur 64 milliards, et donc pour le microbiote intestinal, c'est encore plus, puisque c'est la combinaison de 160 et de 1000. Voilà, donc en fait, on a une signature. Ça, c'est les patients en obésité. Et par contre, le patient qui n'a pas d'obésité, il va avoir un microbiote différent, qui va avoir un équilibre, une variété, donc environ 160 espèces, et il va avoir donc suffisamment de bonnes bactéries, avec un ratio bonne-mauvaise, tout à fait satisfaisant et dans la norme. Alors, on a parlé, Dr Bérébi, dès le départ, de révolution microbiote. C'est véritablement une révolution médicale. Oui, c'est une révolution. C'est la révolution médicale du 21e siècle. Ça, c'est clair. Et toutes les semaines, mois, années qui vont passer vont nous le confirmer. Tous les jours, il y a de nouvelles publications. Récemment, une publication a montré qu'on pouvait rendre des personnes qui étaient alcooliques en leur transplantant un microbiote de personnes qui étaient sobres, les rendre sobres. Ça a été démontré par une équipe espagnole. Donc clairement, on sait que le microbiote joue un rôle central dans la santé humaine, pour un tas de pathologies d'ailleurs. Et si vous voulez, au fur et à mesure des années qui vont venir, ça va s'enrichir évidemment. C'est-à-dire, il va y avoir plus de données sur les prébiotiques, sur les probiotiques, sur les indications aussi de la transplantation fécale. Et il est clair, j'ai aucun doute là-dessus, que dans 10, 20, 30 ans, on soignera totalement différemment les humains qu'aujourd'hui. On a été surpris effectivement par la transplantation fécale, surtout la façon dont on procédait. Je crois que ça démarre en 2014 dans les hôpitaux parisiens. Hein. Oui, en France, en centre expert 2014, sur les infections récidivantes à Clostridiae difficile, qui est une bactérie particulière qui est très difficile à traiter par les antibiotiques. Ça a été expérimenté avant d'une façon empirique par les Bédouins, par exemple, qui, lorsqu'ils avaient une gastroentérite, consommaient les selles des chameaux. Et donc, avec des sorciers un peu, le sachant, si vous voulez, médical des tribus. Et là, ça permettait d'enrichir la flore, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et ils sont aperçus que ça aidait. Et donc, en fait, ça remonte à très longtemps, mais finalement, sur le plan des preuves scientifiques indiscutables, qui reposent sur des essais randomisés, comme vous savez, c'est beaucoup plus récent. Vous avez évoqué l'alcoolisme. On peut penser la même chose peut-être de l'obésité, sans déflorer notre sujet dans les années à venir. Ça pourrait tout à fait. Dès maintenant, en fait. Alors pour l'alcool et l'alcoolisme, on n'a pas encore de probiotique, si vous voulez, qui a été validé dans cette indication-là. En revanche, pour l'obésité, d'ores et déjà, on en a. On en a 2 qui est. On va en parler dans le détail tout à l'heure. Avec plaisir. Je voudrais pour nos auditeurs, enfin ceux qui n'étaient pas avec nous au mois d'avril, que vous nous reprécisiez les prébiotiques, les probiotiques, ceux qu'on achète en pharmacie, et les postbiotiques. Alors, les prébiotiques, c'est en fait l'alimentation des bactéries intestinales. Donc, il y a 39 000 milliards de bactéries et elles se nourrissent de fibres. Donc, ces fibres sont les prébiotiques, c'est-à-dire on va les trouver dans les légumes, les fruits, les légumineuses et les céréales complètes. Donc, c'est l'alimentation. Là, c'est pas un complément alimentaire, c'est vraiment l'alimentation. C'est l'alimentation des bactéries et donc la nôtre qui va permettre de
maintenir notre santé. Si elles ont ça, nos bactéries de notre microbiote, elles vont se multiplier d'une façon satisfaisante, les bonnes bactéries, j'entends, et vont pouvoir accomplir leur mission, notamment l'effet barrière, le rôle immunitaire, etc. Donc ça, c'est les prébiotiques, c'est le carburant de notre microbiote. Il y a quoi dedans? Les légumes, les fruits et légumes? Les légumes, les fruits, les légumineuses et les céréales complètes. Vous les trouvez aussi dans des graines, comme les graines de lin, les graines de chia. Vous dites du bien. Dans votre livre, vous consacrez un chapitre aux graines de lin, de pavot et de chia. Alors, les plus documentés pour le moment, ce sont les graines de lin. Moi, j'en consomme tous les jours, 2 cuillères à café, ainsi que des graines de chia. Et en fait, si vous voulez, on a eu des études qui ont montré que les graines de lin permettaient à nos bactéries de fabriquer des substances qui sont anti-poids, qui permettent de perdre du poids et de normaliser la glycémie chez des personnes qui sont ménopausées et qui ont du diabète. Donc la graine de lin, c'est vraiment un aliment très important à intégrer donc dans la nourriture du microbiote. Et c'est pour on va l'intégrer tout à l'heure dans les protocoles que vous nous proposez. Je l'ai mis dans mon régime méditerranéen 2.0. Absolument. Alors je voudrais qu'on dise un mot sur l'obésité. Donc actuellement, l'obésité, c'est une maladie métabolique, c'est beaucoup de monde, on l'a expliqué en France. Tout à fait, c'est un problème de santé publique, un problème de civilisation, une maladie de civilisation, comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait, alors pourquoi il y a de l'obésité? Il y a une raison déjà très simple, c'est que l'humain, comme je viens de vous l'expliquer au niveau des prébiotiques, je vous redirai tout à l'heure pour les probiotiques, l'humain se nourrit, notre microbiote se nourrit de prébiotiques. Or, l'alimentation industrielle d'aujourd'hui fournit des produits où il n'y a plus de fibres. Puisque c'est des produits transformés, ultra transformés. Voilà, aux produits ultra transformés, on en a parlé longuement la semaine dernière. Les produits industriels ultra transformés, les fibres ont disparu. Quand vous prenez du riz blanc, il y a quasiment plus de fibres. L'épidémie d'obésité démarre avec l'introduction de ces aliments. Bien sûr, l'humain, structurellement, est fait pour consommer des fibres. Or, aujourd'hui en France, 9 personnes sur 10 ne consomment pas les 30 grammes de fibres requises. Et les 4 et les 5 fruits et légumes recommandés. Voilà, alors 5 fruits et légumes pour préciser, c'est 200 grammes de légumes cuits, 2 fruits, c'est 100 grammes de crudités environ, c'est des légumineuses, 50 grammes par jour, et des produits céréaliers complets, donc pain complet, pâtes complètes, riz complet. Donc si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un apport relativement important pour y arriver. Puisque aujourd'hui, les gens sont tentés de manger vite, de prendre des produits préparés, transformés. D'où la vogue des aliments ultra transformés. Alors on disait la semaine dernière, 30% de la population se nourrit avec ces aliments et 60% au Royaume-Uni et aux États-Unis. Voilà. Alors, en fait, l'apport calorique journalier en France, par les produits industriels, donc transformés, c'est 35%. Aux États-Unis, c'est 58%. J'en parle dans mon livre. Donc c'est colossal, si vous voulez. Or, dans les mesures diététiques, par rapport au poids, notamment, et au diabète, on considère qu'il ne faut pas que cet apport d'aliments ultra transformés dépasse 10%. Donc il y a un vrai travail à faire, si vous voulez, pour abaisser ce seuil de 35% à 10%. Et donc pour ça, il faut sensibiliser la population. Beaucoup de travail. Alors, sur les causes de l'obésité, on les trouve dans votre ouvrage. Je voudrais qu'on reste sur le microbiote, puisqu'on parle aujourd'hui du microbiote intestinal. Vous dites que chez les personnes obèses, donc il est moins riche en bonnes bactéries, vous l'avez expliqué, il est plus pauvre avec une diminution importante de la diversité. Tout à fait. Tout à fait. Il y a moins de variétés, donc c'est-à-dire au lieu d'avoir 160 espèces à peu près, ça va être diminué de 20-25% dans le début de l'obésité, ça va jusqu'à 40-50% dans les obésités morbides, c'est-à-dire les personnes qui ont un IMC supérieur à 40. Donc vous voyez qu'il n'y a plus de diversité, ou très peu, ou beaucoup moins. Donc du coup, l'équilibre microbiotique n'est plus respecté, et du coup, l'intestin va devenir poreux. Et les substances toxiques, les métaux lourds, la pollution alimentaire, etc., va aboutir au passage dans le sang de ces substances qui vont aller dans le foie notamment et dans le tissu graisseux et désorganiser tout ça et aboutir à la prise de poids. Alors vous expliquez dans votre livre, vous dites certains bébés héritent d'un microbiote intestinal obésité, d'autres, plus chanceux, ont un microbiote intestinal minceur. C'est ça, absolument. Donc ça, c'est une notion extrêmement importante à connaître parce qu'en fait, dans les familles
d'obèses, si je puis dire. On sait qu'il y a des familles comme ça où tous les parents, les enfants, les petits-enfants ont tous du surpoids. On a longtemps pensé que c'était une mauvaise alimentation. On mange mal de mer en... On mange en cachette. Voilà, on mange en cachette, on mange trop gras, trop sucré, etc. Alors, c'est une partie de l'explication, mais elle est pas suffisante. On a pensé aussi que c'était les gènes eux-mêmes. Mais en fait, on s'est aperçu que ça expliquait parfois pas du tout la situation. Et en fait, maintenant, on sait que le microbiote qui est transmis donc de la mère à ses enfants, eh bien, si c'est un microbiote comme on l'a dit, qui manque de variété, trop pauvre en bonnes bactéries, eh bien, il va être transféré au nouveau-né. Et donc, de ce fait, il va avoir tendance à stocker beaucoup plus, à avoir une satiété plus basse, etc. Et à lui, à son tour, va devenir en surpoids ou en obésité. C'est important ce que vous dites, parce que pendant longtemps, on considérait l'obésité comme un bilan entrée-sortie, et vous dites il y a des facteurs qu'on a complètement sous-estimés. Vous dites par exemple les enfants nés sous césarienne ont un risque plus important de développer une obésité, et les gamins à qui on donne un traitement antibiotique la première année risquent également plus élevé d'obésité. Exactement. Alors ça rejoint la diversité, puisqu'on sait qu'en obésité, il y a une moins grande diversité. Et justement, le fait de naître par césarienne fait que le nouveau-né aura un microbiote définitif à l'âge de 3 ans seulement. Et en cas d'antibiotique, ça va altérer aussi la diversité. Donc ces deux facteurs, si vous voulez, vont diminuer la diversité du microbiote et donc favoriser effectivement l'obésité. Et il y a des familles, vous le savez, vous êtes médecin comme moi, où les personnes nous disent « mais je comprends pas, je mange pas spécialement mal, etc. » C'est vrai, finalement. Et en fait, c'est parce qu'ils ont hérité d'un microbiote qui va aboutir à stocker beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'ils ont cet handicap, si je puis dire, à la naissance. Alors, que faire, docteur Bérébi? Quelles sont les solutions? Alors, bien évidemment, on garde les probiotiques pour la fin, parce que là, c'est véritablement une innovation, mais c'est pas simplement la prescription d'une boîte de probiotiques. Vous insistez beaucoup sur le régime méditerranéen, on va pas le détailler, tout le monde peut le retrouver dans votre ouvrage. Mais le fait d'aller vers le régime méditerranéen, ça modifie assez rapidement le microbiote intestinal. Tout à fait. Alors, il y a eu des recherches tout à fait étonnantes. On a des chercheurs américains ont pris une population de personnes qui consommaient beaucoup de viande et beaucoup de produits industriels, beaucoup de fast-food, junk food, et ils les ont mis aux végétaux. Et ils se sont aperçus, accrochez-vous bien, qu'il commençait à y avoir sur le plan du génome une modification au bout de 48 heures. Alors, c'était des personnes qui n'étaient pas malades, hein, c'était des personnes qui mangeaient mal, simplement. Donc, si vous voulez, on peut agir. Ça, c'est le premier message important à donner, c'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que la bataille est perdue. Alors, évidemment, c'est comme toute bataille, plus on la commence tôt, plus on a de chances de la gagner. Hein, plus on se défend tôt, plus on a de chances de la gagner. Si on attend d'avoir un IMC très très élevé, c'est plus compliqué. Et a fortiori s'il y a un diabète. Donc, il faut avoir les bons outils. Les bons outils, c'est bien manger, donc les aliments ultra transformés, les gommer, ou en tout cas les réduire à 10%. Voilà, beaucoup de fibres prébiotiques, comme je l'ai indiqué là. Dans le régime méditerranéen 2.0, j'ajoute des choses qui ne sont pas dans le régime méditerranéen de base, qui sont les graines de lin, justement, et le thé vert, qui est un antioxydant, puisqu'on sait que les antioxydants, le cacao également, le chocolat noir, équilibrent le microbiote et donc participent à l'équilibre pondéral. Une notion qui est peut-être un petit peu compliquée, mais qui est importante. Vous dites le rapport Fimécut sur bactéroïdes, c'est-à-dire à l'intérieur de l'intestin, c'est un indicateur important d'obésité. Tout à fait, c'est un indicateur, c'est-à-dire que dans le ratio, si vous voulez, bonnes bactéries, mauvaises bactéries, il y a certaines souches et certaines espèces qui sont qui sont des repères, si vous voulez, extrêmement précis qu'on retrouve dans les études. Alors, vous avez parlé du thé, mais les polyphénols du cacao, apparemment, vous expliquez que les consommateurs réguliers ont un IMC de 15% inférieur à la population générale. Tout à fait. Tout à fait. Le cacao, c'est excellent, donc il ne faut pas en consommer trop, et il faut surtout bien choisir son chocolat. J'ai mis récemment une vidéo sur mon compte Instagram, j'invite tout le monde à m'y rejoindre d'ailleurs, Dr William Bérébi, et j'ai fait un comparatif entre un chocolat au lait, 34%,
très appétissant au niveau de la tablette et même au niveau de sa structure, contre un chocolat à 88%. Donc bien un vrai chocolat, bien amer. Un vrai chocolat, voilà, pour qui aime le chocolat. Et si vous voulez, je me suis aperçu que ces données, si vous voulez, de littérature sont tout à fait confirmées, puisqu'il y avait une différence il y avait 11 grammes de sucre pour 100 grammes pour la tablette chocolat noir, et dans le chocolat au lait 34%, il y avait 50 grammes de sucre. On sait en France qu'on consomme beaucoup trop de sucre, comme dans tous les pays, puisque la consommation moyenne est de 100 grammes par jour. Les recommandations, c'est 25 grammes, c'est-à-dire on mange 4 fois trop de sucre. Donc cette tablette au chocolat au lait, si vous la prenez dans la journée en totalité, vous avez le double de l'apport de sucre requis pour la bonne santé dans la journée. Voilà, donc, mais là, on est vraiment dans l'excès. La tablette par jour, c'est voilà. trop. Oh, bah, vous savez comme moi qu'il y a des patients qui font ça. Donc voilà, le chocolat noir, c'est excellent. À partir de 70%, ça va vous apporter des polyphénols qui participent à l'équilibre du microbiote. Et ce sont des chocolats qui contiennent peu de sucre. Vous dites qu'il y a une relation également entre la vitamine D et l'obésité. Tout à fait. Alors ça, c'est extrêmement important à dire parce qu'en fait, la vitamine D, c'est le parent pauvre de la médecine en France. C'est-à-dire que le dosage a été déremboursé en 2013, donc il y a 10 ans, pour des raisons économiques. Ce qui s'est passé à la suite, c'est que les médecins ont arrêté de prescrire la vitamine D, et donc, alors qu'elle joue un rôle hyper important dans les maladies du foie, dans l'obésité, dans l'immunité. Moi, toute consultation, dans le bilan sanguin que je fais, quand j'en fais un, il y a systématiquement le dosage de la vitamine D. Et je peux vous assurer que j'observe que 90% des gens sont carencés ou en insuffisance. Et donc, ma première chose, ça va être de les rééquilibrer, de leur remonter leur taux de vitamine D, et ça fait partie de la prise en charge d'un surpoids ou d'une obésité. Ouais, c'est important. Donc, la vitamine D, c'est pas uniquement la vitamine du calcium, elle augmente la diversité, le développement des bonnes bactéries anti-inflammatoires. Exactement. Alors, j'en viens aux conseils que les patients vont trouver, aux solutions, je dirais, que vous proposez. Alors, avant de se lancer dans votre régime, qui comprend bien évidemment des conseils alimentaires qui sont détaillés dans votre livre, vous dites 6 conseils sont importants. Alors, j'ai été surpris, vous dites pas d'eau du robinet, vous dites elle est trop chlorée, les bactéries intestinales la détestent. Tout à fait. Il a été démontré dans des études que le chlore abîmait et diminuait la diversité du microbiote. Et donc, il faut ne pas utiliser d'eau du robinet si possible. Alors, comment faire ? Il faut prendre de l'eau minérale ou de source si on peut. Et si on ne peut pas, on met l'eau dans une carafe, on la met au frigo pendant au moins 1 heure, puisque le chlore est volatile et va s'évaporer. Et au bout d'1 heure, il y aura 75% du chlore en moins dans l'eau. Voilà, il y a d'autres conseils, docteur Bérébi, et vous dites en particulier, il ne faut parler du régime à personne. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, quand quelqu'un fait un régime, évidemment, il attend qu'on lui dise « Ah tu as maigri ». Et c'est ça le vrai repère, c'est quand ça se voit visuellement sur le tour de taille ou sur le visage. Si vous dites à quelqu'un je vais faire un régime, vous n'aurez pas la bonne surprise qu'on vous dise quelques mois après tu as maigri. Et c'est ça la satisfaction aussi, d'avoir un ventre en pleine santé. Voilà, faire votre régime mais ne pas s'en vanter. Voilà. L'activité physique. Ce que vous faites pour vous. Bien sûr. S'il ne s'agit pas d'être à la plage et d'avoir des tablettes de chocolat. C'est un ventre en pleine santé, c'est-à-dire si j'ai pas de surpoids ou très peu, c'est que je suis en pleine santé, c'est que j'ai un microbiote équilibré et c'est que je mange correctement. Et c'est ça qu'on recherche. Parmi les conseils qu'on prodigue à nos patients, c'est l'activité physique. On sait que la sédentarité est tout à fait préjudiciable à la santé. Vous dites l'activité physique, en fait, elle améliore la qualité du microbiote. Tout à fait. Alors ça, c'est tout à fait fascinant aussi. Et ça rejoint tout à l'heure, vous allez peut-être m'en parler après, les postbiotiques, mais je peux dire un mot tout de suite, c'est que les postbiotiques, c'est des substances, des acides gras à chaîne courte qui ont des vertus santé. C'est-à-dire qu'ils régulent la glycémie, ils ont une action anti-inflammatoire et même anti-cancéreuse. Et pour fabriquer des postbiotiques, vous avez 2 leviers. Vous avez les prébiotiques, donc les fibres, dont on a parlé tout à l'heure, et l'activité physique. Et on sait que quand on fait de l'exercice, on va fabriquer des postbiotiques. Donc c'est quand même fascinant de se dire qu'on peut, grâce à soi-même, juste en bougeant et en faisant de l'activité physique, fabriquer des substances bonnes pour notre santé. Ça a quelque chose de magique quelque part.
Et vous nous faites un magnifique teasing, puisque vous parlez des prébiotiques qui sont indispensables, vous parlez des postbiotiques, là aussi avec de nombreux effets pour la santé, et les probiotiques. Donc une des révolutions, c'est 2 bactéries qui sont extrêmement importantes, que les personnes en surpoids ou obèses n'ont pas, et qui peuvent tout à fait améliorer et booster le régime. Avant de vous répondre sur l'activité physique, sur ce point, je veux vous parler de l'activité physique, puisqu'il y a un point très important, c'est de comprendre que quand on bouge un peu, même un peu, il ne s'agit pas de faire du sport d'une façon très importante, le fait de fabriquer de la masse musculaire va faire que même au repos, on va brûler plus de calories. Parce que le muscle brûle plus. Donc, la moralité de l'histoire, c'est plus j'ai de muscles, à mon échelle, en fonction de mes possibilités, plus je vais brûler, même en dormant. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Mais c'est plus difficile avec l'âge de fabriquer du muscle, je vous l'assure. Bien sûr, ça c'est un fait. 2 bactéries fondamentales, oui, docteur Bérébi, au nom peut-être compliqué, en tous les cas la première, Akkermansia mucinifila. Donc on la connaît depuis longtemps, on sait qu'elle est très déficiente justement dans le microbiote des personnes en obésité. Et on ne l'avait pas, elle n'existait pas, on ne pouvait pas la prendre. On ne la trouvait pas dans le commerce. Elle n'était pas commercialisée. Elle l'est désormais depuis février 2022, très précisément. Et donc, on peut prendre de la Akkermansia mucinifila aujourd'hui. La deuxième, c'est l'Aphnia alvei HA4597. Voilà. Qu'on trouve dans le camembert et le Livaro. Dans le Livaro, il y en a pas mal, mais pas assez. Pas assez. C'est pour ça qu'il faut le prendre en gélule en plus, pour pouvoir équilibrer le microbiote. Vous dites qu'elle stimule la satiété en plus. Tout à fait. Alors ça, c'est très intéressant parce que je l'ai expérimenté sur moi-même et en fait, le goût au sucre change. C'est-à-dire qu'on a une satiété plus rapidement et on a moins d'appétence pour le sucre en prenant ce probiotique-là. Et donc, ça participe, avec l'activité physique et des bonnes habitudes alimentaires, à perdre du poids. Voilà, donc je dirais la révolution est là. Vous avez commencé à prescrire ces produits avec une certaine efficacité, j'imagine. Tout à fait, bien sûr. Donc moi, j'ai commencé la médecine microbiotique auprès de mes patients en 2016, donc ça fait 7 ans, donc j'ai quand même un gros recul maintenant, avec des résultats qui sont excellents. Et si vous voulez, sur les produits, les probiotiques liés à l'obésité, j'observe une perte de poids en moyenne de 5-6 kilos au bout de 3 mois. Et vous dites pas essayer d'aller au-delà. Voilà. Faut pas maigrir trop rapidement. C'est ça. C'est pas un sprint, c'est une course de fond, le poids, si vous voulez. Il ne s'agit pas de vouloir maigrir très vite pour les vacances et de faire un régime cétogène ou un régime hyperprotéiné qui, on le sait, ne sont pas efficaces à moyen terme, puisque les personnes reprennent le poids antérieur, et même en prennent plus, parce que ces régimes-là ne sont pas habitués et ne sont pas faits pour un bon microbiote. Voilà, donc les conseils, un apport de bactéries, donc vous l'expliquez avec un protocole qui est précis là, dans votre livre, avec Aphnia alvei, une capsule au petit déjeuner ou une gélule au déjeuner, Akkermansia dont on vient de parler, et puis un renforcement par l'alimentation et par des probiotiques qui sont ceux qu'on utilise habituellement. Les prébiotiques et puis des probiotiques, donc des lactobacilles et des bifidobactéries qui sont des bonnes bactéries, puisque le patient en obésité en manque, donc on va lui en donner pour l'aider à avoir un stockage diminué et une satiété plus rapide. Docteur Bérébi, je vous remercie. Merci docteur Bérébi. Ça va être l'heure de notre pause. On va peut-être aller prendre un petit bout de Livaro pour faire plaisir à Madame la Première ministre qui vient de Livaro. Hein, c'est une bonne idée. On observe une petite pause et puis on se retrouve juste après où on va continuer de parler à l'approche de l'été de cette mission ventre plat, bien sûr, hein, le Body Summer avec le docteur William Bérébi. À tout de suite sur Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Et je vois que dans le studio, le Summer Body nous a rejoint, le professeur de l'info Eva Soto, avec nous dans quelques minutes. Bonjour Eva. Bonjour, le presque Summer Body. Le Nearly Body Summer. Exactement. Bon, on va en parler dans quelques instants. On se retrouve avec le docteur William Bérébi, mission ventre plat. À l'approche de l'été, on a plein de questions encore à vous poser, notamment sur le jeûne. On entend parler de jeûne intermittent. Est-ce qu'il est utile contre le surpoids? À vous écouter, on a l'impression que non. Non, je suis pas du tout convaincu par ça. D'ailleurs, dans mon programme alimentaire, je préconise plutôt, quand on veut perdre du poids, de prendre un petit déjeuner et de prendre une collation.
Parce qu'en fait, la personne qui est en surpoids ou en obésité, le problème qu'elle a, c'est un peu les compulsions et la prise rapide de substances hypercaloriques, hyper sucrées. Et donc, si vous voulez, quand on fait ça, il va y avoir un effet compensation sur le repas suivant. Et dans la vraie vie, ça marche pas vraiment. C'est quoi, ils se font surtout des tisanes, non? C'est ça Alors, oui, dans le régime séquentiel, on va dire 16 heures, c'est-à-dire que le matin, il n'y a pas de petit déjeuner, et du dîner jusqu'au lendemain midi, à peu près, il n'y a rien, donc on boit juste de l'eau et des tisanes. Mais en fait, beaucoup de gens n'adhèrent pas, et du coup compensent et surcompensent le midi, et quand on fait leur balance calorique journalière, ce que je fais régulièrement, eh bien on voit qu'ils sont au-dessus quand ils font le jeûne séquentiel. Alors peut-être que ça marche chez certaines personnes de temps en temps, mais globalement, c'est On a l'impression d'avoir des amis qui nous en parlent et qui nous en disent le plus grand bien. Ouais, je sais. Parce que avec ce que vous avez dit, Dr Bérébi, là, sur les bactéries intestinales, c'est vrai qu'on a le sentiment que le jeûne ne va rien apporter. Vous dites, en fait, il faut varier, il faut la satiété, et ça, c'est apporté par les bactéries, c'est apporté par un certain nombre d'aliments, c'est apporté par les fibres dont vous avez parlé. Et donc, sur ce jeûne de 16 heures, je ne vois pas intellectuellement comment ça peut aider. Voilà, c'est une excellente remarque parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut 30 grammes de fibres. Donc c'est beaucoup, 30 grammes de fibres. Donc quand on saute un repas et qu'on a 16 heures sans rien, on ne peut pas y arriver. Et donc le microbiote, il ne peut pas avoir son apport santé et poids suffisant. Un mot sur l'ennemi de la santé. J'ai l'impression également qu'il y en a plusieurs. C'est quoi? C'est les graisses saturées, les graisses trans, les sucres à index glycémique élevé, le fructose, les oméga-6. On est un peu paumé là-dedans. Il y a beaucoup de choses dans votre question. Alors, déjà le fructose. Donc le fructose, il faut distinguer le fructose des fruits et le fructose industriel. C'est pas du tout la même chose. Le fructose des fruits, et les fruits en général, c'est très bon. Faut pas en prendre trop. Il faut prendre plutôt, je recommande dans le livre, des fruits qui ont peu de calories, comme les agrumes par exemple, les fruits rouges en saison, le melon également. Donc ça, c'est intéressant. Et à l'autre bout, vous avez le fructose industriel qui est fait à partir du maïs. Ils font un sirop de maïs qui est un mélange de fructose-glucose qui est à bas coût, puisqu'avant, dans les produits industriels, ils mettaient du saccharose, c'est-à-dire l'équivalent du sucre de table, mais qui coûte beaucoup plus cher que le sirop de glucose-fructose fait à partir du maïs. Et donc, du coup, ce fructose-là, il est très mauvais puisqu'il va aller directement dans le foie et entraîner la maladie du foie gras, la fameuse NASH. Et en fait, c'est ça l'un des problèmes des produits transformés, c'est cette richesse en mauvais fructose. Qui favorise la dépendance en plus. Bien sûr, bah oui. Le fructose stimule la dopamine. On aime le sucre. Pourquoi on aime le sucre? Parce que dans le ventre de notre maman, on mange déjà du sucre, puisqu'elle en mange. Donc l'humain, il a l'appétence pour le sucre. C'est pas pour cela qu'il est fait, puisqu'il est fait pour les fibres, pour sa bonne santé, mais il y a des animaux aussi qui mangent des choses qui sont pas adaptées à eux. Eh bien, ce sucre, on l'a dans le ventre de notre mère et on a l'appétence au sucre. Et c'est pour ça que quand on est fatigué, qu'on n'a pas le moral, on a tendance à aller vers du sucré, vers des glaces, des trucs comme ça. Alors, on se réveille pas la nuit pour manger du concombre. Voilà, on est d'accord. Eh bien, ça remonte au ventre de la maman. La semaine dernière encore, un jeune adolescent que j'ai vu comme ça boire à la suite 3 verres de jus d'orange. Sur la dose, c'est absolument monstrueux. C'est catastrophique. Là, avec 3 verres, il a dépassé les 100 grammes de sucre. Ouais. C'est-à-dire, alors qu'on doit en consommer 25 grammes par jour. Et donc, c'est un exemple. Alors, on peut prendre l'exemple, par exemple, du fruit pomme. La pomme, très riche en fibres, très peu de sucre. La compote, il y a un peu de fibres, il en reste à peu près 30%, et du sucre. Et puis le jus de pomme, il n'y a plus aucune fibre. Donc le microbiote, il n'a plus rien, et c'est que du sucre. Donc les boissons sucrées, comme ça, tout comme les sodas évidemment, c'est une catastrophe pour le poids et pour le microbiote. Donc quand on dit 5 fruits et légumes par jour, c'est pas des jus de fruits. Non, c'est pas des jus de fruits, c'est 2 fruits. Faut pas en consommer non plus trop des fruits, c'est calorique globalement les fruits. Donc 2 petits fruits par jour ou un gros fruit. Plutôt c'est les bien. Légumes dont vous avez parlé tout à l'heure. Beaucoup de légumes, le concombre, l'épinard, les haricots verts, tout ça, c'est les laitues. En consommer beaucoup parce que c'est riche en eau. Donc ça va remplir l'estomac et puis c'est très peu calorique. Donc ça c'est excellent quand on veut perdre du poids. Vous insistez sur une perte de poids d'ailleurs progressif, c'est pour éviter l'effet yo-yo. Voilà, alors les régimes monodiètes sont catastrophiques puisque les personnes perdent du poids mais reprennent après
Pourquoi ? Parce qu'il y a un effet compensatoire, l'effet yo-yo. La personne qui a été privée de plein de choses, eh bien, d'un coup, il va vouloir compenser. Et puis, deuxièmement, c'est pas bon pour le microbiote. Donc, c'est pour ça que... Oui, les diètes protéiques, ça va à l'encontre de ce que complètement. Vous conseillez. Complètement. Mais de toute façon, tout le monde le sait. Parce que si ces diètes-là marchaient, si ces régimes-là marchaient dans le temps, tout le monde le ferait. Elle marche sur un mois. Et il n'y aurait plus de livres, on n'aurait plus besoin d'écrire quoi que ce soit. On peut perdre 3 kilos avant l'été Oui, on peut perdre 3 kilos ponctuellement, mais en fait, on se fait du mal, en réalité. Donc, en fait, et si ça marchait, plus personne n'écrirait de livres pour perdre du poids. Donc, c'est que ça ne marche pas. Et donc, ça ne marche pas, on sait pourquoi maintenant. C'est par rapport au microbiote, notamment, et l'effet yo-yo. Un mot sur les probiotiques. Alors, quelle est la méthode d'utilisation avec un petit peu d'eau chaude? Comment est-ce qu'on doit les prendre, les probiotiques? À quel moment? Alors, les probiotiques, si vous voulez, pour maigrir, parce qu'il y a aussi les probiotiques qu'on peut trouver dans l'alimentation, dans le pain au levain, dans les yaourts, par exemple. Mais les probiotiques, il faut les prendre à distance d'une boisson chaude. Parce que si vous buvez très chaud, vous allez détruire une partie des bactéries. C'est des bactéries vivantes, je vous rappelle. Et donc, évidemment, si vous les prenez, une partie va s'ouvrir dans l'estomac, puis dans l'intestin grêle. Et si vous apportez une boisson très chaude, vous allez en détruire une partie. Bon. Elles sont actives surtout dans le côlon. Elles sont actives dans l'intestin grêle et dans le côlon. Elles sont théoriquement gastro-résistantes, mais on sait qu'il peut y avoir quand même une perte au niveau de l'estomac avec l'acide chlorhydrique, donc il n'y a pas une résistance totale. Et si on apporte du chaud, évidemment, on a moins d'efficacité, on va perdre un certain nombre de millions de bactéries, puisque dans une gélule, je le rappelle, il y a au moins 1 milliard de bactéries par gélule. Et vous disiez 39 000 milliards dans le microbiote. Voilà, ça c'est le microbiote global, c'est ce qu'il y a dans le microbiote humain, 39 000 milliards. Et donc, il faut en apporter la juste dose. Donc, 1 milliard, entre 1 et 10 milliards, on va dire, puisque si on en prend beaucoup, beaucoup trop, des fois on voit des produits qui ne sont pas du tout validés, qui sont commercialisés. On voit, vous avez raison, Dr Beribi, on voit des produits qui viennent de Belgique. Là, les patients viennent parfois avec des produits qui sont à 50 milliards, 100 milliards. C'est 450. intéressant, c'est pas intéressant. 450. Ça va jusqu'à 450 milliards. Alors, ces probiotiques-là, ils ont de l'intérêt dans des indications très précises, dans la rectocolite hémorragique opérée, par exemple. Ça peut être intéressant, ce qu'on appelle la pouchite. Mais c'est vraiment à la marge, si vous voulez. Donc, globalement, il ne faut pas trop en apporter, parce que si vous apportez beaucoup de bactéries, et comme on conseille aussi aux patients de consommer des prébiotiques, ça peut générer trop de ballonnement. Donc, le mieux est l'ennemi du bien, comme on dit. Eh ben merci, Dr William Beribi. On a encore des questions à vous poser, mais le temps file, et là, on va se mettre au sport, peut-être, avec le professeur Eva Soto. Eva Soto. Ouh là là! Eh ouais. Ouh là 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 là! Gym tonic? Ouais, gym tonic. Véronique et Eva? Et ne pas confondre avec gin tonic. Ah oui? Oui, oui. Non, mais on n'a pas le droit de gin tonic. Non, on n'a pas le droit. Bon, alors vous vous mettez au sport? Qu'est-ce que c'est que cette heureuse nouvelle? En fait, on est déjà en mai et j'ai 5 kilos à perdre pour rentrer dans mon jean étalon. N'ouvrez pas de grands yeux pareils, cher Nicolas. Quand je parle des talons, ce n'est pas de vous dont il est question, mais bien du pantalon dans lequel j'arrive à me glisser quand ma silhouette est idéale. Enfin, souvent. Non, idéal selon Instagram. Non, attendez, non. Idéal selon Instagram. Enfin, Instagram quand je rentre le ventre. Avec un filtre. Voilà, que je me mets légèrement de 3/4 sur la photo et qu'elle est prise en léger contre-plongée pour allonger mes jambes. Bah oui, pourtant l'été dernier, le magazine Elle m'a totalement découragée sur le contre-plongé, les jambes qui s'allongent, etc. Parce que Elle l'a annoncé, le summer body, c'est fini. Aïe, 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 comment ça c'est fini? On doit s'assumer comme on est donc? Alors oui, on doit, mais en fait, c'est pas vraiment facile parce que Elle, par exemple, ce qu'ils aiment bien faire, c'est mettre une fille à peu près de 15 ans et demi qui fait du 34 en couverture et à l'intérieur dire faut s'assumer comme on est. Alors bon, ça dépend de l'âge qu'on a, de sa morphologie, etc. Donc c'est quand même difficile de faire avec toutes ces injonctions contradictoires. Une seule chose qu'on sait, c'est que effectivement,
concernant les problèmes alimentaires, l'anorexie, on sait que ça, c'est une vraie maladie, c'est une maladie mentale. Et ce qu'on sait moins, en revanche, c'est que l'obésité aussi, c'est une maladie. Alors, qu'est-ce que c'est exactement l'obésité ? Alors, l'obésité, tout le monde se calme ici. Ça n'est pas ne plus rentrer dans son fameux jean étalon ou de devoir perdre du poids, un peu de poids pour se sentir mieux dans son corps ou un peu moins boudiner. Si on le sait désormais donc que l'anorexie est une véritable maladie, pour l'obésité, c'est aussi le cas dans l'hebdomadaire féminin. Elle, cette semaine, et oui, toujours elle, parce qu'elle parle beaucoup de poids, eh bien la psychanalyse Claudine Huneau remet les pendules à l'heure. Non, les obèses ne sont pas tous de bons vivants, et ce n'est pas le fait de se laisser aller, de reprendre des frites mayo ou de s'autoriser un burger qui installe l'obésité. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai appris une très mauvaise nouvelle. J'ai appris que les frites, ça comptait pas comme des légumes. Ah oui, non, c'est un légume quand même, la pomme de terre, c'est un Oui, mais il y a tubercule. très peu de fibres. Ouais. Voilà, donc ça compte pas comme un légume. Alors la psy explique que celles et ceux qui ont pris du poids dans le seul plaisir du bien manger sont rarissimes. Et oui, selon elle, ils mangent moins par plaisir que pour combler une angoisse insondable et invivable, souvent liée d'ailleurs à un passé difficile. C'est d'autant plus vrai que ces soi-disant bons vivants vivent de moins en moins bien au fur et à mesure que les kilos s'installent. À force de peser de plus en plus lourd, on s'immobilise de plus en plus et on est de plus en plus découragé au fait de perdre du poids et ça devient en plus de plus en plus difficile de faire du sport, par exemple. Eh oui, car la plupart des personnes en surpoids le savent, ce qu'il faudrait faire pour perdre du poids ou du moins cesser d'en prendre. Eh ben oui, c'est pas de secret, moins de calories, plus d'exercice physique. La psychanalyste explique encore au magazine, certains ont fait des régimes très durs et ont tout repris, et pas seulement parce que ces personnes se laissent aller, non, puisqu'elles sont tout à fait capables de perdre du poids pour certaines, mais parce que le poids, ça donne aussi à certaines personnes une impression de protection avec, elles se sentent vulnérables et moins fragiles, par exemple. C'est pourquoi les régimes en cas de surpoids important, en général, ça fonctionne beaucoup mieux quand on se fait accompagner au niveau psy. Bon alors, et pour le summer body, alors, en conclusion ? Mon summer body se passera de bikini cette année. Je boirai encore des cocktails en invoquant les 5 fruits et légumes par jour. Oui. Je mangerai des glaces à 16h et puis je culpabiliserai et puis je me remettrai au régime et je reperdrai ces satanés 5 kilos. Enfin, peut-être que je les reperdrai l'été prochain ou en me mettant vraiment, mais cette fois-ci vraiment au sport. Oui, il reste la montée des marches. Et aux probiotiques. Et aux probiotiques. Et il reste la montée des marches, Eva, ce soir au Festival de Cannes. Oui, bien sûr. Pour il monter au moins une vingtaine de marches. Il faudrait déjà que je rentre dans la robe. On retrouve, merci professeur Eva Soto, on retrouve tout de suite la chronique esthétique avec le docteur Vladimir Mitz et on continue de parler du ventre. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Bonjour docteur Vladimir Mitz, on continue de parler du bedon. Le petit bedon résiduel, le ventre, avec la correction du ventre après amaigrissement massif. Qu'est-ce que c'est que le petit bedon résiduel ? C'est le petit replat qu'on a au niveau de l'abdomen ? Oui, bonjour à tous. Bonjour. C'est vrai que le petit bedon est un peu le roi des magazines féminins, puisqu'il résiste à tout. Et le chirurgien est quand même là pour aider les patients. Il n'est pas là simplement pour leur portefeuille. Et donc, nous, chirurgiens, on a pas mal de choses à dire en ce qui concerne la silhouette féminine et masculine d'ailleurs. Et c'est surtout vous transmettre un message de constitution de votre corps. Parce que le corps, pour nous, chirurgiens, est constitué de multicouches. Il y a la peau. Sous la peau, il y a une couche de graisse qui est en surface, un peu comme le beurre sur une tartine. Et puis, avec les années, plus profondément, il y a une autre potentialité de graisse, une graisse qui est plus profonde, qui est casée dans des petites logettes étroites, fermées. Et quand de la graisse s'accumule en profondeur, il se fait la cellulite, c'est-à-dire que les casiers dans lesquels sont installées cette graisse profonde explosent littéralement, tirent sur la peau et cela crée la cellulite. Et cette graisse profonde, elle s'installe chez les hommes et chez les femmes, mais pas au même moment. Chez les femmes, il y a 3 changements dans la vie. La puberté, la quarantaine après 1 ou 2 enfants,
et au moment de la ménopause. Et le corps va donc stocker de la graisse avec un programme génétique qui est différent d'un patient à l'autre, d'une patiente à l'autre. C'est pour ça qu'il faut regarder à qui on ressemble de tête. On peut avoir une petite idée à quoi on ressemblera 20 ou 30 ans plus tard. Et donc, quand se constitue ce petit bedon, on aura beau faire tous les efforts, inciter son microbiote, sauter à la perche, faire du sport de façon intensive, il ne part pas. Il ne part pas. Et ça a été le génie d'un chirurgien français dont je vous ai déjà parlé, qui est Illouz, Yves-Gérard Illouz, qui en 1978 a inventé cette technique prodigieuse qui est la liposuction. Et là, je dois quand même rassurer les patientes qui envisagent une liposuction. Actuellement, avec la façon dont on l'a fait, la liposuction n'est plus tellement douloureuse. Et donc, pour un petit bedon, avec 3 petits trous de 2 mm, on va pouvoir enlever cette graisse qui est en profondeur, qui est rebelle, et ainsi obtenir ce summer body, avoir le ventre plat, avec vraiment pas trop de douleur, éventuellement des petits bleus, une quinzaine de jours d'inconfort, mais c'est un changement radical. C'est la femme de ménage qui passe l'aspirateur parce qu'il y a de la poussière inenlevable autrement sur le tapis. C'est donc un acte très positif et franchement, il ne faut pas en avoir peur. Maintenant, les progrès ont été colossaux dans cette matière. Maintenant, c'est vrai que ça ne suffit pas parce que quand on a enlevé les grosses cellules de graisse, la graisse profonde, elle est faite de très grosses cellules et puis de petites cellules qui sont écrasées, qui n'ont pas eu leur place encore. Imaginez un appartement avec des 6 pièces et des 2 pièces. On a vidé les 6 pièces, les gens qui sont dans les 2 pièces se disent, tiens, t'as vu, là à côté, on a la place. Et donc il y a une possibilité de la récidive de cette graisse qui, en quelque sorte, va s'accumuler. Et donc, des fois, il faut une retouche. On admet qu'il y a 5 à 8% de nécessité de faire des petites retouches pour vraiment obtenir un excellent résultat. Donc, le petit bedon, c'est une chose. Mais en face, il y a l'histoire de Fernanda. Alors, quelle est-elle ? Ah, l'histoire de Fernanda. Fernanda, 35 ans, 140 kilos. Elle a tout fait pour essayer de maigrir. On lui a dit que, franchement, avec la volonté, elle pourrait y arriver. Mais elle dit, 3 ans de volonté, c'est pas pour moi. J'y arriverai pas. Alors, elle est allée voir ce qu'on appelle un chirurgien bariatrique. Ce sont des chirurgiens qui ont appris à faire en sorte que la nourriture n'aille pas jusqu'au bout, qu'elle soit bloquée quelque part. On a commencé par mettre des fils autour des dents. C'était ça, mais ça marchait pas très fort. Après, il y a eu un anneau qu'on mettait entre l'ésophage et l'estomac. Ça a marché très bien, le fanneau anogastrique. Mais c'est un problème parce qu'il crée aussi des complications. Et donc, les chirurgiens digestifs qui ne manquent pas d'imagination ont inventé un système, ont fait des courts-circuits. C'est-à-dire que les aliments tombent dans un estomac qui est rétréci et très vite, ils vont passer directement presque dans le côlon de façon à ne pas être digérés par le petit intestin. Et ces opérations bariatriques ont l'énorme avantage de faire maigrir très vite les patients. En gros, on admet qu'ils peuvent perdre 50 kilos par an parfois. C'est incroyable. Mais il y a aussi des carences alimentaires, il y a aussi pas mal de problèmes. Alors Fernanda, c'est ce qu'elle a fait. En 2 ans, elle a évacué 60 kilos. Mais elle fait partie des malheureuses. Et pourquoi est-ce qu'elle reste malheureuse ? Son visage est pas mal. Mais elle fait partie des 20% de femmes qui, après ces amaigrissements massifs, ont des séquelles. Des séquelles au niveau du ventre, parce qu'il plisse, il fait un tablier, des séquelles à l'intérieur des cuisses, les bras qui flageolent. Leur visage est vraiment bien, elle en est très contente. Mais quand elle se déshabille, maintenant, elle me dit en consultation, franchement, j'étais mieux ronde parce que maintenant j'ai honte devant mon mari avec ses excédents cutanés. Et ce sont donc des patientes pour lesquelles il y a des opérations qui sont possibles, qui sont des opérations assez lourdes, parce que là, le chirurgien esthétique devient le tailleur d'autrefois. C'est-à-dire qu'on doit savoir exactement enlever les excédents cutanés en faisant les plus jolies cicatrices possibles. Opérations lourdes, importantes, à problème, parfois à complications. Par exemple, les plasties abdominales que l'on fait, où on enlève toute la peau du ventre, parfois même en faisant le tour complet, on appelle ça le body lift, c'est-à-dire qu'on met la chemise du haut dans le pantalon du bas, je parle de la peau, pour enlever toute cette peau excédentaire. Ça entraîne des conséquences après l'opération, avec une possibilité de phlébite et d'embolie. Et donc, ce sont des opérations importantes. Et donc, Fernanda, elle fait partie de ces patientes qui ont été dévastées par ces opérations bariatriques, et donc il a fallu opérer en 3 étapes pour lui rendre enfin un corps gracile où elle est très heureuse. Et au bout de 2 ans d'efforts, elle est enfin une femme qui a retrouvé la joie de vivre. Elle mange moins, elle n'a pas à être réopérée, elle est parfaitement à l'aise dans son nouveau métier, parce qu'elle a changé de métier, elle a changé d'amis, elle n'a pas changé de mari, ce qui est rare.
Et voilà, je vous racontais cette histoire de Fernanda pour vous illustrer ce que c'est que ces opérations post-bariatriques qui peuvent poser des problèmes. Donc il y a soit le tablier, soit le ventre pendulum que vous appelez le ventre pendulum. Il y a aussi d'autres séquelles comme les bras qui sont un peu tombants, il y a trop de peau, l'intérieur des cuisses qui frappe, et puis il y a d'autres problèmes qui peuvent se passer, parfois au niveau du visage, parfois au niveau des fesses. Parce que maintenant, la beauté des fesses, c'est à la mode. C'est quelque chose qui nous est venu du Brésil et de l'Amérique latine et de l'Amérique centrale. Il y a un regard différent, paraît-il, des hommes sur le derrière féminin. Et on pourra en parler un jour. Mais il y a aussi ce problème-là parce que ces amaigrissements massifs entraînent aussi une ptose des fesses, une ptose des seins. Donc il y a pas mal de chirurgie à faire. Est-ce que ça enlève, docteur Bérébi, est-ce que ça modifie le microbiote, une opération chirurgicale, c'est-à-dire qu'on enlève de l'excès de graisse, de l'excès de peau, mais l'incidence sur le microbiote? Alors, il n'y a pas d'incidence, ça modifie rien, c'est juste esthétique, là, pour le coup. Par contre, la chirurgie bariatrique, oui. La chirurgie bariatrique, alors, faut qu'elle soit bien pesée, hein, si vous voulez. Faut pas le faire quand on a un IMC à 35, c'est 40 d'IMC, ou bien de la morbidité, c'est-à-dire du diabète, ou de l'hypertension artérielle, ou bien une maladie du foie gras. Là, c'est une bonne indication, et on sait qu'en faisant maigrir via la chirurgie bariatrique, on améliorerait le microbiote. Donc ça, c'est très important à noter. Donc quand l'indication est bien pesée, la chirurgie bariatrique, c'est très bien. Il faut le faire quand on est diabétique, avec une obésité importante, et on va améliorer le microbiote. Et ainsi, la personne non seulement va perdre du poids mécaniquement lié à l'intervention, mais aussi va continuer à en perdre parce qu'elle aura amélioré son microbiote intestinal. Eh ben merci. Merci docteur Vladimir Mitz. C'était la bonne nouvelle du jour. Voilà, on peut effectivement... continuer d'espérer juste avant l'été avec, pourquoi pas, un petit geste chirurgical. Voilà, juste avant l'été, hein, en cette fin mai. Et on termine avec Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Dans cette vie derrière soi, aujourd'hui, 23 mai, eh bien... nous parlons de deux personnalités, oui, qui nous ont quittés un 23 mai, destin croisé au pluriel. Jean-Yann et Georges Moustaki. À votre avis, alors, ils nous ont quittés quand, les deux? Il y en a un il y a 10 ans et l'autre il y a 20 ans. Vous dites quoi? Moustaki, il y a 10 ans. Ouais, Moustaki, il y a 10 ans, en 2013, et Jean-Yann, déjà 20 ans, en 2003. Jean-Yann, de son vrai nom, Jean-Roger Gouillet. Que la bête meure, le boucher. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, sur la vie d'une radio et des gens qui la composent. Et c'est vrai qu'il a raison, ici, à Radio J, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est très gentil. Jean-Yann pousse son premier cri à sa naissance, juillet 33. Hitler est chancelier, déjà la vie lui fait bizarre. À l'origine, Gouillet veut dire petite mare. Et Jean-Yann n'aura de cesse d'éclabousser de son humour à froid et irrésistible et de faire baigner son public ravi de tant de lucidité et sans sourire apparent dans son esprit ironique, cruel et tellement drôle. Yann ou la naissance de l'humour bougon. Début en tant que journaliste, puis c'est le cabaret. Yann fourbit ses armes, crée une revue anticléricale avec le dessinateur ciné en 57, Givatican. Rencontre Pierre Dac, écrit pour l'os à moelle. Organiste, pianiste, auteur de chansons. Si tu t'en irais, si tu me laisserais seul au monde, des fois que t'aurais eu connu quelqu'un que t'aimerais encore mieux. Sketch inoubliable, les routiers forçats de la nuit, avec Paul Mercey. Tu diras ce que tu voudras, Fredo, mais dans cet allegro de Beethoven, on sent quand même vachement l'influence de Mozart. Le permis de conduire, je passe, qu'est-ce qu'on peut perdre comme temps en formalité. Bénure, le délégué du personnel qui revendique de meilleures conditions de travail, notamment de ramer sur une musique plus entraînante. Il aura dit aussi, l'amour est un sport, surtout quand un des deux ne veut pas. Avant-gardiste sur ce qui allait devenir MeToo longtemps après. Dans ce trop court portrait, qui n'en est pas un d'ailleurs, d'un artiste au talent multiple, mais dans lequel nous nous intéressons à la vie et à la mort des gens, Jean-Yann s'éteindra d'une crise cardiaque, un cœur qui n'a sans doute plus pu battre au rythme d'un monde absurde que Yann, avec sa gueule de Rastaquouère, a tant raillé et qui nous laisse un son, un esprit, une verve typiquement française. Autre gueule de juif errant, de pâtre grec, Georges Moustaki, né en Égypte.
Parent grec de religion juive, naturalisé français en 1985. Georges vient à Paris en 51, journaliste, barman, Saint-Germain-des-Prés. Il écrit Milord pour Piaf, Sarah pour Reggiani, La longue nappe brune qu'il chante avec Barbara. Et en 68, grand succès, son plus important avec Le Métèque. Sa devise tirée d'un écrit d'Antoine Blondin, L'homme descend du songe. En 2009, il monte sur scène à Barcelone et explique au public que ses problèmes respiratoires ne lui permettent pas d'assurer le concert. En 2011, il annonce à la presse qu'il est définitivement incapable de chanter. Il s'éteint le 23 mai 2013 des suites d'une maladie pulmonaire, un emphysème. La plus grande cause de l'emphysème, le tabac ou l'enfumement des habitations chauffées au bois. Jean-Yann, Georges Moustaki, deux destins, tous deux décédés un 23 mai et qui nous manquent beaucoup. Docteur William Bérébi, c'est la fin de notre émission. Eh bien, merci d'être venu nous présenter le tome 2 de cette mission Ventre plat, la méthode microbiotique, nutritionnelle et sportive, une solution sur mesure pour chacun, paru chez Marabout. Tout à fait. Et vous avez ce site sur Instagram et également qui marche très très fort. Ouais, Dr William Bérébi et la chaîne YouTube Dr William Bérébi. Bon bah écoutez, vous reviendrez pour la troisième manche, le troisième set de Roland Garros. Avec plaisir. Merci de votre venue, merci Dr Serge Rafal, merci Dr Vladimir Mitz, merci en régie à Serge et Ethan. Et à la semaine prochaine, eh bien, pour une autre aventure médicale. Très bonne soirée, tout de suite la rediffusion de l'émission de Cyrielle Sarah Cohen à 22h.